L'humanité approche le cap des 5 millions de décès attribuables à la COVID-19. Mais près de 2 ans après le début de cette hécatombe, plusieurs questions quant à l'origine du virus demeurent sans réponse. Il manque des pièces à cet immense casse-tête. Une équipe de l'émission Découverte a voulu remonter à la source. 5 mois de travail au total. Après la diffusion de leur reportage, ils ont reçu une avalanche de courriels dont les contenus sont parfois déroutants. Et fait intéressant, au décrypteur, nous avons aussi reçu notre lot de messages qui nous laissent assez perplexes. Marie-Pierre, bonjour. Salut. Ou rebonjour. Bonjour. On accueille avec grand plaisir Binan. Salut Binan. Bonjour Alexis. On n'avait pas le choix de faire appel à toi parce que autant du côté de Découverte que des décrypteurs, on s'est retrouvés dans une sorte de tempête récemment à la faveur du... Est-ce qu'on peut appeler ça du retour en force d'une thèse parmi d'autres sur l'origine du virus, celle de la fuite de laboratoire? Tu as produit 2 reportages sur ce sujet-là. Personne ne veut être coupable de décisions qui ont peut-être entraîné des millions de morts. Nous, on en a parlé quand on a marqué, quand on a souligné la première année depuis le début de la COVID-19. Oui, en mars dernier. Qu'est-ce qu'on sait sur l'origine de la COVID-19? Bien, on a des éléments d'information, beaucoup de désinformation à combattre aussi, mais il n'y a pas grand-chose de coulé dans le béton. Ce qu'on disait, puis ce que dit Binan dans ce reportage, somme toute, ça se ressemble quand même. Mais maintenant, Binan, de toute évidence, ton reportage est venu rebrasser la soupe. Quel genre de réaction t'as reçu, toi? Bien, toutes sortes de réactions. Ce qui était surprenant, c'est qu'on a eu beaucoup de réactions favorables et du genre, je le savais depuis le début. Et donc, on a reçu, comme si c'était, ça permettait d'accréditer beaucoup d'autres hypothèses en même temps, la possibilité que ça a été fait en laboratoire. On savait que c'était fait en laboratoire depuis le départ, que ça a été fait dans le but d'imposer des mesures en place, etc. Donc, on dirait que le simple fait de dire que c'est possible qu'il y ait une fuite de laboratoire, ça donnait du crédit à tout le reste. Donc, que ce virus a été fait volontairement, que ça a été fait dans le but de contrôler la population, de donner davantage de contrôle au gouvernement. Donc, on avait comme si c'était le début d'un immense complot qu'on était en train de déterrer. C'est un malentendu. Parce que le fait que ça soit probable, Marie-Pierre, ça ne veut pas dire que c'est ça qui s'est produit. Absolument pas. Puis même nous, on a reçu énormément de lettres aussi. Puis allez-vous vous rétracter, vous excuser, allez-vous dénoncer vos collègues conspirationnistes? C'est complètement fou, mais en même temps, nous, on n'a jamais exclu cette théorie-là. Tout ce qu'on disait, c'est qu'à la lumière des informations solides qu'on avait en mars dernier, il n'y a rien qui permettait de croire que c'était ça qui s'était produit. Dans beaucoup de médias, on disait que c'était une théorie qui relevait du complot. Vous ne l'avez jamais dit, mais ça a été dit à de nombreuses reprises. Et c'était une théorie dont on n'osait pas vraiment parler, ou en tout cas, on n'allait pas au bout de cette question-là, de manière publique, en tout cas. Ça, c'était en mars 2021. Si on remonte encore plus en arrière, dès le début, Binan, la thèse ou l'hypothèse qui privilégiait, c'est celle de l'évolution naturelle, d'un passage de l'animal à l'humain. Pourquoi d'emblée, c'était ça qu'on favorisait davantage comme... qu'on favorisait, on ne disait pas que c'est ça, mais qu'on favorisait comme hypothèse? Pour plusieurs raisons, mais une des principales raisons est simplement parce que c'est ce que l'histoire nous a enseigné, parce que par le passé, les pandémies, les épidémies passées sont souvent venues du monde animal, et aussi parce qu'il y a beaucoup de virologistes qui avaient prédit qu'on aurait éventuellement une prochaine pandémie de type SRAS ou de ce genre-là qui proviendrait de la chauve-souris. Donc, ça semblait naturel d'avoir cette hypothèse-là. Et aussi, dès le départ, il y a eu des lettres, en fait, en particulier 2 lettres, un article, une lettre qui ont été publiées, l'un dans Nature Medicine et l'autre dans la revue de Lancet. Des revues prestigieuses. Des revues prestigieuses de scientifiques qui ont immédiatement écarté. Dans un cas, c'est un article dans Nature Medicine de virologistes qui ont étudié la séquence, qui disaient que tout scénario d'origine de laboratoire était, à leur avis, non plausible, non possible. Et de l'autre côté, il y a eu une lettre d'opinion dans The Lancet où on avait 27 scientifiques qui disaient, alors ils disaient spécifiquement, toute théorie autre que celle d'une origine naturelle est complotiste et de l'ordre de la théorie du complot. Et donc, immédiatement, ces mots-là, cette pensée-là a été reprise par de nombreux médias et c'est normal parce qu'en tant que journaliste scientifique, quand il y a un article qui est publié dans The Lancet ou dans Nature Medicine, on lui accorde du crédit. Et par la suite, c'est ce qui a donné l'impression
qu'il y a eu un consensus scientifique autour de cette question-là. Plus de 18 mois plus tard, on est toujours au même point. On ne peut pas dire de façon claire que c'est une ou l'autre des théories qui doit ou qui peut prévaloir scientifiquement. Est-ce qu'il y a suffisamment de preuves pour accréditer une ou l'autre? On n'en est pas là. C'est ça que démontre toute la recherche qu'a faite l'OMS, c'est ce que démontre la recherche qui a été commandée par Joe Biden à ses services de renseignement, c'est qu'en ce moment, on n'arrive pas à trancher. Ce qui a beaucoup changé en 1 an et demi, c'est le crédit qu'on accorde à cette possibilité-là. Donc, il y a 1 an et demi, on n'en discutait pas. Maintenant, l'OMS en parle. L'OMS dit que c'est une hypothèse qu'il faut investiguer, comme Joe Biden, comme de plus en plus scientifiques qui ont finalement réussi à publier plusieurs lettres dans diverses revues, qui ont permis de dire, bien, ce n'est pas complotiste d'en discuter et il faut l'envisager parce que jusqu'à présent, 1 an et demi plus tard, cette question n'a toujours pas été investiguer. Et en effet, si on regarde l'ensemble des preuves et l'ensemble des circonstances, il n'y a rien qui permet de trancher définitivement, ni d'un côté, ni de l'autre, d'éliminer l'un ou d'éliminer l'autre. Bilal, on dit souvent en science que, bon, des affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires. On s'entend que l'hypothèse de la fuite de labo, ça reste pas mal plus extraordinaire que une origine animale, un autre intermédiaire. Le classique qu'on a vu, je pense 60% des maladies qui nous touchent, c'est pas mal ça le pattern. Maintenant, est-ce que ces preuves extraordinaires-là, bon, tu as vraiment trempé là-dedans, est-ce que tu penses qu'on va les avoir, si elles existent, ou il va falloir se résigner à peut-être ne jamais savoir? Je n'ai pas de boule de cristal, mais si ces données-là existent, alors il y a plein de choses qui peuvent se passer. Est-ce qu'il y a des collaborateurs de l'Institut de virologie de Wuhan, donc c'est l'Institut dont on parle, qui est au cœur des accusations? C'était un laboratoire qui travaille avec beaucoup de collaborateurs externes, donc des gens qui détiennent de l'information, des revues, des éditeurs qui détiennent de l'information. On s'est rendu compte, et c'est pour ça que le débat a tant évolué au cours des derniers mois, qu'il y a eu énormément d'informations qui a fuité de ces collaborateurs externes qui nous permettent de faire évoluer le débat puis de comprendre un petit peu plus ce qui se passait dans l'Institut de virologie. Est-ce qu'un jour, par un moyen ou un autre, on va pouvoir mettre la main sur ces données-là? Tout peut arriver, là. La science, le processus fait que des fois, ça prend du temps. Des fois, on avance, des fois, on recule, des fois, on bifurque. Je veux dire, c'est normal parfois dans le processus de se tromper. Puis il y a des scientifiques qui changent d'avis, là, précisément avec cet exemple-là. Il y en a un, à un moment donné, qui a signé la lettre comme quoi, oui, il faut investiguer l'origine de laboratoire, qui commence à regretter un peu. On a vu beaucoup du contraire aussi. Exactement, des deux clans. C'est normal. La science, par définition, c'est ça. Parce qu'autrement, la recherche de la vérité, c'est plus de la science, c'est de la religion quand on doute jamais, puis qu'on remet jamais rien en question, puis qu'on se trompe jamais. Et si on revient au tout départ, tu mentionnais ces 2 études, Nature et Lancet, sur lesquelles on s'est rabattu assez rapidement. Journalistiquement, c'est ce qu'on a fait. Est-ce que c'est pas là une première erreur pour nous, journalistes? Est-ce qu'il y a des remises en question qu'on doit faire? C'est sûr que c'est tout le cœur de la question en ce moment, là. C'est qu'on s'est rendu compte, malheureusement, très tard qu'une de ces 2 lettres-là avait des conflits d'intérêts majeurs. Donc, il y avait probablement, en tant que journaliste scientifique, on aurait pu se poser la question, je pense, plutôt dans la situation dans laquelle on était l'année dernière. Je pense que tout journaliste se posait 1000 fois la question avant d'aller semer des doutes dans la population sur l'hypothèse de laboratoire, parce qu'il y avait tellement d'hypothèses, il y avait tellement de n'importe quoi qui circulait sur les origines possibles du virus que tu dis, OK, avant d'aller en discuter, puis avant d'en parler, on va y penser 50 fois. Puis ne serait-ce qu'en effet, que par le fait que le président Donald Trump en parle, ça a fait la question est devenue encore plus difficile à aborder. Puis ça nous a mis dans une situation où c'était très difficile d'aborder correctement ces sujets-là. Puis ça nous interroge en effet sur notre relation entre la narration, les porteurs des différentes hypothèses, puis comment ça influence notre travail en tant que journaliste. Bien, ça fait partie de notre responsabilité, c'est ça. Quand tu affirmes quelque chose, autant avoir des preuves assez solides pour ne pas dire béton, parce que il faut faire attention, là, on le voit avec la réception que certaines personnes ont eue de ton reportage. C'est hyper facile de sauter aux conclusions, de prendre des raccourcis, puis de retenir juste
ce qui fait notre affaire, ce qui Exactement. confirme nos biais, puis de tout laisser tomber le reste. Puis ça, c'est extrêmement dangereux. Oui, puis c'est un réflexe très naturel, surtout dans un contexte où nos vies ont été bouleversées, où certains ont perdu des proches, où on est déstabilisé et où on est en quête de réponses. Je pense qu'un instinct que plusieurs ont, c'est de trouver des réponses, ne serait-ce que les plus simples et qui confirment certains biais. Pour voir ou revoir les reportages de Binan à ce sujet, rendez-vous sur tout.tv/découverte. Sachez aussi qu'un article inspiré de ces reportages est disponible sur radiocanada.ca.